À l'époque, il n'y avait jamais eu de psychologue au département médical de l'INSEP. Les gens avaient peur de venir voir un psychologue. C'est synonyme de folie, c'est très péjoratif. On me disait, oui, il vaut mieux que tu te caches. Au bout d'un moment, il continue à me manquer de respect. Moi, j'ai été un con. Je comprenais rien. Je pensais que la psychologie, ça servait à rien, etc. Il dit, sans elle, je ne serais pas là. Teddy est brillantissime. On va rentrer là, en 2026, dans notre 23e année de collaboration. Il n'a jamais lâché. Un athlète, c'est avant tout un être humain qui a une valeur, qui gagne ou qui perd. Il y a des parents à qui on ne va jamais expliquer que ce qui se passe dans la tête, c'est important. Contrôle orienté, c'est magnifique, mais c'est pas donné à tout le monde. Bonjour à tous, pour ce second numéro de Contrôle orienté, j'ai l'honneur de recevoir Myriam Salmi, ancienne responsable du suivi psychologique des sportifs à l'INSEP entre 2000 et 2013 et désormais psychologue psychothérapeute. Tu gères le psyché de nombreux sportifs, parmi les plus connus on a Teddy Riner ou le pilote Romain Grosjean. Salut à toi Myriam et merci de nous recevoir dans ton cabinet parisien. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Bonjour Walid et merci d'être venu et de t'intéresser à mon travail. Alors, je suis psychologue, je ne vois pas trop quoi dire d'autre en dehors de ça. Simplement peut-être dire depuis 40 ans. Je ne m'occupe pas que de sportifs, je m'occupe de plein de gens différents parce que tout le monde est intéressant. J'ai commencé par travailler sur des ados en difficulté et puis j'ai évolué vers les addictions et puis est arrivé le sida. Et donc j'ai travaillé sur ces questions-là. Ensuite, j'ai travaillé dans la rue auprès de gens en très grande précarité, auprès de SDF, de populations en errance, dans les gares. Je me suis formée pour être directrice de 3 centres de soins sur Paris avec une équipe de prévention. Et parallèlement à ça, j'ai toujours été dans le milieu sportif, non pas parce que j'étais sportive de haut niveau, pas du tout, mais j'ai toujours aimé le sport. Je viens d'une famille qui aime le sport aussi. Mon père était boxeur, donc le sport faisait partie de notre culture. Et donc j'ai baigné dans cette culture sportive depuis toute jeune. Ouais. Ensuite, j'ai un ami qui monte un centre de préformation de football, tu peux préciser la ville, Villepinte. J'ai vu des gamins de 12-13 ans se retrouver en internat seuls, loin de leur famille, avec les exigences du football, qui étaient des exigences déjà d'adultes. Là, je me suis dit, c'est pas possible, on peut pas laisser ces jeunes comme ça, il faut les accompagner psychologiquement. Et ça a démarré comme ça. Puis après, ça a fait effet boule de neige. Et ça, ce n'est pas donné à tout le monde, comme on aime bien dire dans ce média. Alors, il faut savoir que ça, c'est dans les années 90, que personne ne voulait entendre parler de psychologie, et encore moins d'accompagnement psy. À la limite, la prépa mentale, que je suis aussi, ça correspondait à l'approche de la performance. Et là, je veux te dire, même si c'était pas encore bien en place, on acceptait, mais l'accompagnement psy, pour parler de santé mentale et dire que ces gamins étaient en souffrance. C'était pas admis du tout à l'époque, quoi. Pas Encore du moins tout. qu'aujourd'hui. Pas du tout. Pour faire accepter ça, il faut beaucoup de passion, pas avoir de pathologie narcissique. Bien sûr. Surtout pas. Ouais. Parce que quand on vous dit comme ça en face, vous servez à rien, qu'on éclate de rire quand vous parlez, oui, il faut être passionné. Ce centre de préformation, on l'a organisé, monté avec des gens qui ont entendu cette... Donc il y avait des gens d'exception et même des entraîneurs, parce que c'est plus avec des entraîneurs que ça s'est mis en place. C'est le point de départ, et puis après, c'est un effet boule de neige. C'est Éric Jousselin, à l'époque, qui était chef de service du département médical de l'INSEP. Il est venu me demander de venir travailler avec nous. Donc j'ai accepté, évidemment. À l'époque, il n'y avait jamais eu de psychologue au département médical de l'INSEP. Les gens avaient peur de venir voir un psychologue. C'est synonyme de folie, c'est très péjoratif. Le mot psychologue est un adjectif en français. Donc tout le monde est psychologue. Quand on ouvre le dictionnaire de la langue française, on trouve une définition qui dit qu'en fait... c'est savoir écouter, être dans l'empathie. Donc on a fait de qualité humaine une profession. Effectivement, il vaut mieux avoir ces qualités humaines pour faire ce métier, mais il faut se former. C'est une formation. La psychologie, c'est une science, même s'il y en a qui ne le reconnaissent pas. On pose des hypothèses, on expérimente. C'est le même process que une démarche scientifique. C'est la même chose. On me disait, oui, il vaut mieux que tu te caches. Certains me disaient, il vaut mieux que tu ailles. Ou alors que tu dises que tu es préparateur mental. Ou alors, bon, j'ai dit non, non seulement je me cacherai pas, et si ça ne fonctionne pas, je m'en vais. Ça tout de suite fonctionné. J'étais débordée. On se situe à peu près en quelle année, là, pour rappeler à nous? 2000. 2000. À quoi on doit ça? À l'intelligence de ces sportifs, qui sont capables, même s'ils appréhendent, de se rendre compte de quoi ils ont besoin. Et on a mis en place le bilan psychologique. On a donc imposé un bilan obligatoire 1 fois par an. Et là, donc, on recevait tout le monde. Je me souviens... C'est lui qui me revient parce qu'il n'y a pas longtemps que j'ai eu de ses nouvelles, qui vient et qui me dit « Mais qu'est-ce que je fais là? Je perds mon temps. Au lieu d'être à l'entraînement, on nous oblige à faire un bilan, ça sert à rien. Je vais bien.
Alors que pour le bilan médical, tout le monde vient parler. Puis au bout d'un moment, il continue à me manquer de respect. Je lui dis, écoute, d'abord, tu vas pas me manquer de respect. Si tu veux pas faire ton bilan, tu pars. Moi, je vais pas t'obliger, j'en ai rien à faire. Moi, c'est ton choix. Et donc, j'ai dit, par contre, je trouve dommage que tu n'écoutes même pas pourquoi on a mis ça en place. Et quand j'ai donné l'explication, il m'a regardé. Son regard a changé? Son regard a complètement changé, parce que ce sont des gens intelligents. Il a compris, il a dit, OK. Et donc, on a fait le bilan. Et ce qui est bouleversant et émouvant, parce que ce sont des gens extrêmement courageux, ce sont des surdoués, ces gens-là, ils sont brillants. Je parle des athlètes de très haut niveau, hein. Et on était au jeu à Pékin, et il m'arrête, on se dit bonjour et tout, etc. Et puis il se lève de la table de kiné, et il dit, écoutez-moi tous, voilà, moi j'ai été, allez, je vais le dire, un con, je comprenais rien, je pensais que la psychologie ça servait à rien, etc. Il dit, sans elle, je serais pas là, ce qui n'est pas vrai, hein, parce que si c'était pas un champion, moi je peux rien faire. Et il dit, ne faites pas comme moi, vous les jeunes, faites-vous accompagner. Et c'est grâce à ces gens-là, à ces champions qui ont osé, à une époque où ça se disait pas. Tu as travaillé officiellement avec la délégation française sur 3 Olympiades, hein, donc 2008, 2021 et 2024. Est-ce que tu l'as déjà évoqué un petit peu, mais revenir de manière un peu plus condensée sur ton parcours, ton cursus qui t'a amené à être là où tu es aujourd'hui? Les premiers Jeux, c'est un homme qui a décidé. Alors en fait, il a été appelé par de nombreux DTN, entraîneurs, athlètes, pour dire qu'il souhaitait ma présence aux Jeux. Et ce monsieur, d'ailleurs je l'ai su à 3 semaines des Jeux, un jour... je suis en pleine consultation et il y a quelqu'un qui frappe et je pense que c'est mon chef de service. Hein. Je n'ai jamais vu monsieur Henri Serrandou. Et j'ouvre la porte et je tombe sur lui, je me demande pourquoi il est là, parce que honnêtement, il n'y avait pas beaucoup de gens qui venaient me voir à ce niveau-là. Voilà. Donc et il me dit, est-ce que je peux vous parler? Moi, j'étais un peu embêtée parce qu'il y avait un athlète en consultation. Et voilà, je me dis, il y a peut-être une urgence, il y a peut-être quelqu'un qui va pas bien. Bon, bref, je sors. Est-ce qu'on peut recontextualiser, en quelle année Henri Serrandou occupe quelle fonction? C'est en Pékin, c'est 2008, donc on est en 2008. Hein. Et Henri Serrandou, à l'époque, il occupe la fonction de président du comité national olympique français, CNOSF. Je me demande ce que ce monsieur me veut. Et au bout d'un moment, je lui dis, mais vous êtes en train de me dire que je vais être au jeu? Alors là, c'était vraiment... complètement inattendu. Alors là, moi, je me suis pas du tout préparée en plus. Hein. Et il me dit oui, vu le nombre de gens qui... Et c'est donc la décision de ce monsieur. Tout le monde n'était pas d'accord avec cette décision, pour vous dire, j'ai envie de dire la plus grande majorité, à part les gens que j'accompagnais. Donc voilà, je dois rendre hommage à ce monsieur qui a été le premier à dire qu'un psychologue au jeu était quelque chose d'important pour les athlètes et pour les entraîneurs, parce que je suis pas que des athlètes, je suis aussi des entraîneurs, même des DTN, enfin voilà, tous les membres d'un staff, voilà. On sait que tu es tenu au secret médical, tu ne veux pas trop nous en dire un peu sur ton portefeuille de sportif. Est-ce que tu peux donner quelques noms qui sont déjà sortis un peu au niveau public pour que ça parle aussi à nos spectateurs? Enel Lamotte, Élodie Clouvel, Valentin Delot, Isaura Tibus. Cette période post-JO, on a fêté les 1 an là, du début des Jeux de Paris. Il y a un suivi encore qui se fait par rapport aux fortunes diverses qu'ont connu ces athlètes. Certains ont performé, d'autres moins. Est-ce que là, récemment, il y a eu un suivi qui a été fait et quels ont été un peu les axes de travail avec ces athlètes? Alors effectivement, toujours après les Jeux, et même quand ils gagnent, il y a toujours un effet qu'on doit traiter, des conséquences qui sont liées. Alors bien sûr, quand on gagne, c'est pas les mêmes conséquences que quand on gagne pas. Mais ça paraît paradoxal de traiter un athlète qui fait un épisode dépressif après avoir gagné, mais ça peut arriver. Alors, ça peut arriver parce qu'il y a une espèce de chute après, parce qu'ils se sont beaucoup donnés. Ça a été extrêmement intense, et après, il y a un relâchement comme ça. Ils sont extrêmement sollicités, puis tout d'un coup, il n'y a plus rien. Et il faut rajouter la fatigue que ça a entraîné. Parce que c'est pas juste la fatigue des Jeux, il y a toute la préparation sur le plan émotionnel et sur le plan physique. C'est intéressant ce que tu dis, parce que là, tu le précises bien, victoire et peut-être retombées négatives psychologiques sont pas antinomiques. Ça arrive qu'après la victoire, il y ait une sorte de, peut-être, entre guillemets, un burn-out, une redescente, et peut-être réactiver un petit peu les choses au niveau psychologique, quoi. Exactement. Ça a toujours l'impression que quand on gagne, c'est bon. Oui, c'est ça. C'est pas le cas. C'est pas toujours le cas. Pas toujours. Et après, il y a aussi ceux qui, évidemment, n'ont pas pu faire ce qu'ils voulaient. Quand tu sais qu'ils se préparent pendant 4 ans et qu'ils arrivent et qu'il faut être prêt le jour J, au moment précis où ils vont rentrer
En compétition, tout le monde peut gagner à ce niveau-là. Enfin, je veux dire, dans ceux qui sont en top, parce qu'on a quand même en France des gens qui sont quand même top 3, top 2, top 1 parfois. Hein. Ça leur assure absolument pas un podium aux Jeux Olympiques. Et il y en a qui peuvent vivre des moments très difficiles, sans compter les gens qui vont se blesser juste avant les Jeux, sans compter les gens qui se blessent aux Jeux. Il y a tellement de choses qui interviennent et qui peuvent bouleverser la trajectoire d'un athlète qui s'est bien préparé. Ça, c'est difficile à vivre pour un athlète. Tu étais issu d'une lignée maraboutique kabyle, c'est-à-dire qu'on consultait tes aïeux pour résoudre certains problèmes. Est-ce que aussi de ça, on peut tirer des prédispositions à écouter les gens, à essayer de résoudre les problèmes des sportifs? Ou c'est une coïncidence? Non, je pense vraiment qu'il y a évidemment une culture qu'on transmet. C'est vrai que dans ma famille, c'était... Tous les jours, on entendait qu'il fallait prendre soin des autres, qu'il fallait être quelqu'un de valeur, qu'il fallait... Voilà, donc ça, dans ma famille, la plupart sont dans le domaine de la santé, de l'aide aux gens. Des aidants, en fait. Des aidants, de manière générale. Je pense que c'est comme dans toutes les familles. Il y a des familles de magistrats, il y a des familles... C'est familier. Donc on a des exemples devant nous et en fait, on s'imprègne de ça. Je me dis, peut-être qu'un jour, on arrivera à démontrer l'impact génétique aussi, puisqu'on le fait pour l'environnement, ça existe, l'épigénétique. Je pense qu'il y a quelque chose qui se transmet. Je suis thérapeute familiale aussi, ça fait partie de mes spécialités, et on voit bien la transmission. L'héritage, il n'est pas uniquement matériel, il est aussi psychologique, il est aussi culturel, et donc on s'imprègne de tout ça. Et oui, nous étions 3 enfants, et on nous mettait en rond pour nous expliquer, et à travers des fables et des histoires, on nous transmettait les valeurs, on nous expliquait en quoi c'était très important. Donc voilà, j'ai entendu ça tout le temps. On va dire que l'un des sportifs les plus illustres avec qui tu as un suivi au long cours, c'est Teddy Riner, que tu décris dans tes interventions comme un ambassadeur un peu de la question psychologique dans le domaine du sport. Est-ce que tu peux juste nous raconter comment la rencontre s'est faite? Est-ce que c'était un désir du sportif lui-même? Comment ça s'est passé en fait, cette rencontre? Alors, c'est Paulette Fouillet qui l'a ramené. D'ailleurs, il dit, quand je suis venue, je me disais, mais je suis pas fou. Pourquoi je vois un psychologue? Il le dit lui-même. Tu peux préciser qui est Paulette Fouillet? Paulette Fouillet était à l'époque, paix à son âme, la responsable du pôle. On n'avait jamais eu un jeune de 14 ans qui rentre dans un pôle avec des champions, en fait, avec des gens qui ont le double de son âge. On n'avait jamais eu ça. Et elle a eu cette intelligence de dire, il faut qu'il soit accompagné psychologiquement. Il va se mesurer à des grands, il va vivre une vie de grand sans avoir la maturité. Et donc, c'est elle qui l'a amené. C'était nouveau à l'époque, j'imagine. C'était un jeune espoir. Enfin, c'était pas quelque chose de courant. Ah non, c'est Paulette. Hein. Et après, évidemment, comme je l'ai souvent dit, Teddy est brillantissime. Hein. Donc, dès le premier rendez-vous, il a su que pour lui, c'était important. On va rentrer là en 2026 dans notre 23e année de collaboration. Il n'a jamais lâché. Il aurait pu dire, comme je le dis souvent, j'ai pas besoin, je gagne tout. Et je suis tellement contente, tu peux même pas imaginer que ça soit un ambassadeur, que ça soit un parrain de la santé mentale, parce que ça a dépassé le sport, sa parole. Parce que quand on voit un grand champion, un immense champion, parler de santé mentale, parler de psychologie, ça a donné... moi, j'ai des témoignages de gens, même qui m'envoient des courriers en disant c'est grâce à Teddy que j'ai consulté. Je reçois plein de témoignages de cet ordre-là. Et puis, à 14 ans, arriver sur le tapis, dire à tout le monde dans les années, donc... au début des années 2000. Voilà. Et dire aux gens, je suis suivi, je suis accompagné. Alors qu'ils se prenaient des raclés sur le tapis, parce que personne ne lui faisait de cadeau. Hein. Est-ce que des fois, c'est un numéro d'équilibriste de ne pas faire d'ingérence ou trop interférer avec la structure sportive? Parfois, il y a des interférences. Tu sais, quand bien même les gens sont adorables, intelligents, etc., le domaine de la psychologie est particulier parce que tout le monde s'improvise dans ce milieu-là. On ait des compétences en psychologie, oui, mais être psychologue, c'est à l'école. C'est dans ce sens-là que je veux dire ça. Ouais. Oui, mais tu vois, ça crée des confusions et ça crée des biais cognitifs. Ouais. Et justement, tout le monde est psychologue, du coup. Évidemment que les entraîneurs ont des compétences, même autodidactes, et que... mais pas tout le monde déjà à la même hauteur, déjà parce que ça dépend du profil, de la personnalité. Et ça fait pas pour autant de toi un psychologue. Tu vois ce mot, comment il est utilisé, c'est exactement comme ça. Tout le monde est psychologue, on est tous un peu psychologues. C'est dans notre culture française. C'est comme ça. C'est pas un métier. Quel est le plus dur pour toi quand tu es en consultation avec un sportif? C'est d'avoir un sportif en face de toi qui reste sur des bonnes performances et de lui offrir, entre guillemets, les outils
pour qu'il continue sur cette lancée, ou d'avoir un champion qui est en disgrâce, qui a sous-performé, comme on a pu le voir avec certains Jeux Olympiques, pour qu'il puisse rebondir, trouver les clés mentales, psychologiques pour inverser la tendance. Moi, j'ai autant de plaisir à accompagner quelqu'un qui est en difficulté que quelqu'un qui est en réussite. Mais c'est pas le même travail. C'est aussi complexe. Il faut s'assurer d'un certain nombre de choses parce que la performance est multifactorielle. Elle s'appuie pas juste sur la psychologie ou juste sur l'entraînement ou juste sur le physique, le soin, la santé physique. Il y a tellement de paramètres que il faut s'assurer que tout soit en ordre et tout soit harmonieux. Et c'est ça qui fait la complexité de mon travail. Parce qu'on est dans le très haut niveau et que tout peut perturber un athlète. En fait, ils deviennent à la fois plus forts, ce que je dis souvent, et plus fragiles parce qu'ils sont obligés de toujours pousser. La performance, la haute performance, elle se trouve pas dans le confort. Elle se trouve dans la zone rouge, dans l'inconfort. Donc, on est obligé d'y aller. Mais si on y est tout le temps, évidemment qu'on va basculer. Donc, c'est cet équilibre qui est extrêmement difficile à trouver. Et on dit souvent que le mental va de pair avec le physique dans la performance, mais comment l'expliquer concrètement? C'est lié à la visualisation de la performance, à la visualisation d'une possible victoire. Comment faire comprendre, dans ton cas de psychologue, que le psyché et le physique pur, les qualités intrinsèques, vont de pair? Tu sais, ils comprennent vite ça. Parce que quand mentalement ils sont pas bien, le physique ne suit pas. Quand le physique ne suit pas, j'arrive blessé, psychologiquement je vais être atteint. D'accord? Parce que je sais que je vais pas pouvoir exploiter toutes mes ressources, toutes mes compétences. Depuis l'Antiquité, depuis tout le temps, on sait que tout est lié. Il n'y a jamais eu un humain, quand j'entendais « laisse tes problèmes de côté », oui, très bien, alors explique-moi comment on fait ça. Quand j'entendais des gens dire ça, oui, très bien, alors explique-moi comment on fait. C'est pas possible, en fait. Moi, je suis une scientifique. Quand on me dit des aberrations scientifiques de cet ordre-là, non. On confond, évidemment, qu'un athlète de très haut niveau, quand il a des soucis, quand il est en compète, je peux t'assurer qu'il n'y pense pas. D'accord? Sauf qu'on oublie cette partie qui semble invisible. Elle est invisible parce que les gens n'ont pas les compétences et les connaissances. Mais ça agit dans le cerveau. Quand on a des coups de pression ou des chocs émotionnels ou des choses qui nous perturbent, cette anxiété qui s'installe, elle va produire de la chimie dans notre organisme. On va commencer à sécréter des catécholamines, de l'adrénaline, noradrénaline, tout c'est ça, les catécholamines, et du cortisol. Ça, on le sait, c'est la science qui nous dit ça, va imprégner ton organisme et ton physique. Ce qui explique les sensations que peuvent avoir les athlètes à ce moment-là. Extrême fatigue, parce que quand tu fais cortisol, tout ça, ça va t'imbiber. Donc les pensées, contrairement à ce qu'on pense, elles s'envolent pas, elles produisent quelque chose dans le cerveau. Sauf que, encore une fois en psychologie, comme on ne voit pas, ça n'existe pas. Donc on est parti, on est dans une logique à l'inverse de la science, on dit bah non, débarrasse-toi de ça, ça produit rien, c'est pas vrai, c'est des excuses que tu trouves. Une anxiété chronique, elle va impacter le physique. C'est pour ça qu'on a des athlètes qui vont se blesser, qui peuvent se blesser. Et donc ça, c'est avéré par la science, c'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire qu'on a tendance à le dire, même à un niveau moindre, on a appris de mauvaises nouvelles au boulot, on se sent pas bien de manière émotionnelle, je sais pas, une rupture amoureuse, quelque chose comme ça. Bah, ça va influer notre match du dimanche. Mais on le dit de manière totalement vulgaire, sans qu'il y ait un appui scientifique. Mais toi, tu prouves parce que tu viens de dire que tout ça est prouvé par la science, par A plus B. C'est ça que des fois on a tendance à justement, aujourd'hui, alors, quand j'ai démarré, il y a 40 ans de ça, on n'avait pas les images, on n'avait pas de publications scientifiques, et donc on disait ça n'existe pas. Alors, la science, elle se construit comment? On essaye de démontrer ce qu'on ne voit pas, ce qu'on ne comprend pas. C'est ça, la science. C'est pas l'inverse. C'est pas je vais chercher dans les livres. Si je ne le trouve pas dans les livres, ça n'existe pas. C'est l'inverse. D'accord? Donc avant qu'il y ait toutes ces publications, qu'il y ait tous ces labos qui se concentrent sur les émotions, parce que maintenant c'est tendance, les émotions, l'intelligence émotionnelle, eh bien il fallait bien se débrouiller. Bien sûr. Et comme les gens nous disaient, on voit pas, moi je me souviens même dans certains congrès, tu ne peux pas dire ça. On me disait, mais pourquoi je peux pas dire ça? J'ai pas dit que ce sont des hypothèses que j'évoque, j'ai le droit de poser des hypothèses. Bien sûr. Oui, mais on me disait non. À l'époque c'était pas admis, quoi. Parce qu'il y avait pas d'image. Parce qu'aujourd'hui, si on voit pas, on dit ça n'existe pas. Mais en fait, si on devait se contenter de voir, eh ben on n'apprendrait rien. On ne chercherait plus alors. Les chercheurs ne chercheraient plus. On a été négligé parce qu'on n'avait pas ça. On n'avait pas ces IRM qu'on a aujourd'hui. On n'avait pas tout ça. Ça, c'est une évidence. Il n'y a pas besoin d'avoir des images pour savoir que
Quelqu'un qui prend un choc émotionnel, on voit. De toute façon, il y a des manifestations physiques, somatiques. Mal ou bon, ça existe depuis la nuit des temps. Donc c'est bien qu'il y a quelque chose qui se passe. Pour dresser un petit peu ces constats qui sont prouvés par la science, par des hypothèses, par des manifestations un petit peu physiologiques, est-ce que ça nécessite pour toi une transparence totale du sportif sur bien sûr sur sa prépa, etc., mais sa vie affective, sa vie familiale? Est-ce que tu as besoin de ce rapport de transparence totale du sportif pour mener au mieux ta mission? Moi, je ne travaille pas dans la violence. Les gens me disent ce qu'ils veulent. Mais moi, j'aborde, oui, toutes ces questions-là. Mais si je sens que je ne peux pas passer, que la personne n'a pas envie, je n'y vais pas. Parce qu'il faut, ça s'appelle le respect. Je pense que justement, il faut installer les gens, qu'ils aient confiance. Il y a des gens qui vont pas me faire confiance tout de suite, et moi, je comprends parfaitement. En plus, on est dans un monde très particulier, tout le monde se connaît, d'accord? Ce sont des villages, hein. Donc, et puis il y a des choses, il faut savoir. C'est comme ça, c'est pas... il y a des choses qu'on a honte de dire. Surtout dans des milieux où on est censé être très fort, et puis parfois on a honte aussi de ce qui se passe certaines fois dans sa famille. On n'ose pas le dire. Bien sûr. Moi, je n'ai évidemment pas de jugement. Voilà. Mais eux ont un jugement sur leur propre état psychologique. Ils ont des jugements de valeur parce que la psychologie a... les représentations de la psychologie ont entraîné ça. Mais moi, je ne juge pas quelqu'un qui vient d'une famille qui a des soucis. Enfin, au contraire, je vais essayer d'améliorer la situation. Je suis pas là pour juger les gens, je suis là pour les aider. Bien sûr. Et tu l'expliques aussi, c'est intéressant, tu l'avais expliqué sur Click, je crois, Canal+. Que, par exemple, quand Romain Grosjean a eu son grave accident où il s'était brûlé et qu'ils ont mis 20 secondes à le retirer, l'intérêt, c'était tout de suite de parler, de se voir pour un petit peu chasser les démons qui auraient pu naître de cet accident qui a failli lui coûter la vie. Et ça, j'ai l'impression que ça n'aurait pas pu exister avant. Alors maintenant, les débriefings, ils se font, mais moi, je l'ai toujours fait. Heureusement, j'ai pas des athlètes qui se brûlent comme ça. Bien sûr, là, on parle d'un cas extrême. Horrible. Mais j'ai toujours fait ça. Toujours. C'est des techniques qu'on connaît depuis longtemps. Donc, quand tu es sportif, que tu te bats, que tu travailles comme un acharné, que tu as toutes ces qualités de courage, d'engagement, de sérieux, de combativité, etc., oui, ça vaut quelque chose, que tu gagnes ou pas. Pour moi, il n'y a pas que la médaille. Je ne m'occupe pas que de gens médaillés. Et pour moi, il y a un être humain. Et c'est ça qui a été dur à faire passer. Parce qu'on me prenait pour une hurluberlue. Je ne comprenais rien au sport de haut niveau. Ce qui comptait, c'était la médaille, pas moi. Bien sûr, tu te doutes bien que si la performance ne m'intéressait pas, et que si la médaille ne m'intéressait pas, j'aurais personne. Bien sûr. Mais ça semblait incompatible. Ça semblait paradoxal. C'est pas du tout paradoxal. Un athlète, c'est avant tout un être humain qui a une valeur, qui gagne ou qui perde. Quand j'entends, et tu peux pas t'imaginer comme ça me fait mal au cœur jusqu'à maintenant. J'accompagne une athlète, d'accord, à un championnat du monde, et elle me dit, tu vois, et elle perd. Elle me dit, tu vois, même avec toi, j'ai perdu. Tu vois, tu as perdu ton temps avec moi. Je sers à rien. À quoi ça sert? Je sers à rien. Je suis... Et tous les insultes qui se cumulent, non, j'ai plus envie d'entendre un sportif parler comme ça, en fait. Et on voit dans certains sports, on observe un phénomène, notamment dans le football, ce qu'on appelle un peu le projet Mbappé, des parents qui veulent un peu faire de leur gamin la future star de demain à coup de coach, etc. Et j'ai fait rebondir ça avec l'exemple de Teddy Riner qui, à 14 ans, est venu se présenter à toi pour évoquer la psychologie. Est-ce que ce serait plutôt pas là-dessus que devraient investir ces enfants, peut-être pour un jour devenir un sportif accompli et mener une carrière de haut niveau? Est-ce que tu penses que les parents, au lieu de penser toujours à leur faire des allers-retours sur le terrain ou de crier sur les arbitres, c'est ce qu'on observe parfois, pensant que leur gamin est le meilleur, est-ce qu'ils ne devraient pas plutôt investir le terrain psychologique peut-être? C'est tellement important. Mais j'en ai des parents comme ça, des parents magnifiques qui viennent avec des petits bouts de chou, qui sont déjà passionnés, c'est des fous de leur sport, et ils se disent, oh là là, moi j'ai envie qu'ils restent heureux. J'en ai, C'est vraiment, voilà, des familles intelligentes. Je dis pas que les autres le sont pas, c'est pas ça, mais ils ont compris rapidement et ils vont montrer l'exemple aux autres. C'est comme ça que ça se passe, parce que eux aussi, c'est des précurseurs, c'est des pionniers. Il y a des parents à qui on va jamais expliquer que ce qui se passe dans la tête, c'est important. Il faut avoir cette opportunité aussi. Bien sûr. Donc c'est pas parce qu'ils sont stupides, c'est parce qu'ils savent pas. Moi, j'accueille des gens, par exemple, qui viennent avec des jeunes qui sont vraiment très abîmés par ce qu'ils ont vécu, mais ils savaient pas, les parents. On les a pas informés là-dessus. On leur a dit ce qui compte, c'est que vous fassiez faire de la prépa physique, faut qu'ils soient prêts, faut pas qu'ils prennent de vacances, faut pas.
dès qu'on leur explique, ils changent. Hein. Ils changent, ils ont une autre version. Donc, c'est des connaissances aussi. Et ces connaissances, si on les a pas, donc on peut pas non plus juger ces familles-là. Il y a plein de familles qui savent pas. Vous voyez, quand on parle projet Mbappé, évidemment, on peut commencer par juger, déjà. Je dis pas qu'il n'y a pas des monstres, ça existe, mais c'est vraiment des exceptions. Et tu évoquais Teddy Riner comme ambassadeur tout à l'heure. Est-ce que tu penses que le déclic général sur cette question de sport et psychologie a eu lieu? Et si ce n'est pas le cas, qu'est-ce qu'il faudrait pour que la prise de conscience soit générale et qu'on brise enfin le tabou sur ces questions de santé mentale dans le sport? Alors, c'est vrai que je trouve qu'on n'avance pas assez vite, mais je suis obligée de constater quand même qu'on a avancé. Hein? Déjà, tu vois, si tu fais ce type de vidéo, c'est parce qu'aujourd'hui, tu sais que ça va attirer un certain public et que ça va intéresser. Parce qu'avant, j'étais pas interviewée, ça intéressait personne. Bien sûr. Donc, tu vois, c'est petit à petit que les choses, elles se font. Moi aussi, j'aimerais que ça aille plus vite. Mais je pense que là, vraiment, il y a des choses qui avancent de manière nette. On commence j'ai même des gens qui étaient contre moi, qui sont des fervents supporters de la santé mentale. Ça, c'est assez drôle. Il y en a qui suivent la tendance, et que là, ça devient intéressant, donc on y va. Alors, je connais aussi beaucoup de gens, certaines personnes qui m'ont dit qu'effectivement, ils n'avaient pas conscience à quel point c'était important. Donc ça, c'est beau. Hein? Il y en a d'autres, c'est autre chose. Hein? Il y a du business aussi là-dedans. Des fois, les prises de conscience sont plus saines que d'autres, quoi. Oui. Et là, tu l'évoquais tout à l'heure, la figure du psychologue en France, elle est parfois un petit peu connotée péjorativement. C'est un peu tabou. Est-ce que tu penses que la focale, elle est encore plus prégnante au niveau du sport? Oui. Oui, parce que si psychologie, on l'assimile à fragilité, folie, donc négatif, c'est pas sexy. Hein, il y a personne qui va venir. Moi, c'est rare, hein, les gens qui viennent. De manière enjouée. Hein, ok. Donc, oui, évidemment que dans des milieux d'élite, c'est pas que le milieu sportif, tous les milieux d'élite ne se sentent pas concernés par cette question parce que les gens ne savent pas ce que c'est que la psychologie. La psychologie, la définition, pour aller vite, c'est l'étude du comportement humain. Bien sûr. Ils confondent parce que nos métiers sont très difficiles à identifier. Il y a les psychiatres, il y a les psychothérapeutes, il y a les psychologues, il y a les préparateurs mentaux. Donc les gens, il y a les psychopraticiens maintenant. Il y a tellement de dénominations qu'on ne sait pas à qui on a affaire. Hein? Donc, faut pas hésiter à demander. C'est très important, la formation des gens, de se renseigner, de pas aller voir n'importe qui. Parce qu'effectivement, il y a aussi des gens qui sont, comme dans tous les métiers, qui sont farfelus et qui vont faire du mal. Parce que quand on rentre dans la tête de quelqu'un, si on n'est pas formé, c'est très compliqué. Aujourd'hui, le titre, par exemple, de préparateur mental n'est pas protégé. Alors qu'il y a des préparateurs mentaux qui sont excellents et qui ont fait des études de préparation mentale. C'est pas la même chose que psychologie. Hein, d'accord. Je suis aussi préparatrice mentale. Donc, j'ai rien contre la préparation mentale, mais il faut savoir que, par exemple, toi, tu peux te dire préparateur mental. Sans avoir fait aucune étude. Donc, c'est compliqué. C'est vrai. De se repérer. Après, il y a les coachs mentaux, il y a les coachs de vie, donc, je dis pas que même dans ces métiers-là, il peut y avoir des gens très bien, c'est pas la question, hein, mais il y a quand même beaucoup de gens qui s'immiscent et qui font des dégâts, crois-moi, parce que moi j'en ai accueilli des gens qui ont été suivis par des gens qui n'étaient pas formés et qui n'étaient pas compétents. Et quand on rentre dans la tête de quelqu'un, on peut vraiment l'abîmer. Hein. Et c'est ça, moi, qui me fait peur, qui m'inquiète surtout que maintenant, la santé mentale va devenir à la mode et tendance. Et donc avec les revers qu'on peut... C'est ça, mais je préfère qu'on en parle. Hein. Je ne veux pas qu'on revienne en arrière. Mais il va falloir être vigilant sur toutes ces gens-là. Bien sûr. Pour finir, j'aimerais te poser 1 ou 2 questions sur les chantiers français en matière de psychologie. Quels sont pour toi justement ces chantiers que tu identifies encore en 2025 sur ces questions de sport et psychologie en 2-3 mots? Qu'est-ce qu'il faudrait changer pour que... Alors là, il y a quand même pas mal tu vois, même au ministère, au CNO, il y a quand même beaucoup de groupes de travail, même justement sur la santé mentale, à l'Élysée. Enfin, voilà. Donc, on est en train de poser des choses. Je pense que on va revenir sur ce que je viens de dire. Il faut quand même pouvoir avoir une vision claire des professionnels qui sont dans ce domaine et légiférer, hein, de façon à ne pas que les gens ne soient pas pris par des charlatans, excuse-moi, je trouve pas les mots. Maintenant, je pense qu'il faut avancer encore mieux
faut que les gens aient la possibilité aussi de pouvoir consulter des psychologues, hein, parce que pour le moment, c'est pas encore pris en charge. Là, il y a beaucoup de batailles, de polémiques autour de mon soutien psy, hein, parce que il y a, évidemment, il faut revoir. Il y a quand même des choses à revoir qui font que pourquoi les psychologues n'adhèrent pas à ce dispositif, c'est qu'il y a une raison. Hein, c'est pas parce qu'on est méchant et bête, hein, et qu'on veut pas. C'est que il y a des raisons qui expliquent ça. Donc voilà, je pense que et puis il faut sensibiliser, former, informer. Et pour conclure, est-ce que tu penses que le ou la psychologue va devenir une figure totalement admise et incontournable dans les 5 ou 10 années à venir? Est-ce que tu penses que ce sera inévitable, vu l'avancement de la société, vu l'avancement... C'est ce que j'espère, que ça soit inévitable. Depuis 30 ans, j'espère ça. 30 ans, c'est long, hein, dans une carrière. Hein. 30 ans. Donc, j'espère qu'on ne va pas arriver à 100 ans quand même. Très bien. Merci beaucoup, Myriam. Merci de m'avoir accueilli. Merci à toi. Avec plaisir.